Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans notre magazine sur la santé. Chaque année, il y a une forte mobilisation nationale autour du Téléthon afin de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques et neuromusculaires. Sur ce plateau, j'ai avec moi le docteur Serge Pierre-Louis, médecin généraliste, spécialiste des maladies du sang. Bonjour docteur. Bonjour. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation et de mieux nous aider à comprendre ces mots qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur l'avancée des recherches et une présentation générale des maladies génétiques, notamment celles qui touchent la population antillaise. Docteur, qu'est-ce que la maladie génétique? Une maladie génétique? Une maladie génétique, c'est une maladie qui est dépendante d'un gène, qui vient d'un gène défectueux. Le fait que ce gène soit défectueux, ça engendre une pathologie. Alors, les maladies génétiques sont assez vastes. Hein? Il y a des maladies qui touchent le sang, il y a des maladies qui touchent les muscles, il y a des maladies qui touchent les poumons, et il y a des maladies qui touchent les yeux aussi. Donc c'est très diversifié en fonction du gène qui soutient le développement de telle ou telle cellule. D'accord. Donc c'est un défect au niveau d'un gène qui est censé permettre le développement d'un organe qui est défectueux. D'accord. Et quelles sont les maladies qu'on rencontre le plus souvent, les plus communes chez nous aux Antilles? Alors, disons qu'il y a des maladies spécifiques à la population antillaise, comme la drépanocytose, hein, et puis il y a des maladies qu'on trouve dans tous les pays du monde entier, qui sont des maladies qu'on trouve en Martinique, mais qui ne sont pas spécifiques d'une race et qu'on trouve dans tous les pays du monde. Il y a par exemple l'hémophilie, qui est une maladie qui touche tous les pays du monde. Il y a la maladie de Willebrand qui touche également tous les pays du monde. Et puis, il y a d'autres anomalies, comme l'anomalie enzymatique du globule rouge, comme le G6PD, qui touche aussi bien, toutes les populations sont peut-être concernées. Et puis, les maladies neurodégénératives, les maladies neuromusculaires, qui touchent également toutes les populations du monde entier, mais qui sont parfois non diagnostiquées ou sous-diagnostiquées dans certains pays. Tout simplement, ça dépend de plateaux technique médicale qui est actuellement sur place, quoi. D'accord. Donc, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas les termes diagnostiqué ou diagnostiqué, qu'est-ce que tu entends par là? Il y a des maladies qui demandent une certaine compétence particulière, compétence aussi bien médicale que biologique, pour pouvoir assurer un diagnostic. Je prends un exemple tout simple. Et la maladie de Willebrand, par exemple, c'est une maladie qui est très fréquente, qui touche à peu près 1% de la population, c'est une maladie assez fréquente. Eh bien, il faut avoir quand même un laboratoire suffisamment développé pour pouvoir faire le diagnostic. Et deuxièmement, il faut avoir aussi des connaissances médicales pour pouvoir être informé de cette pathologie, pouvoir la rechercher et de façon à pouvoir porter un diagnostic précis. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, une personne atteinte, il y a tout un processus à faire avant d'arriver à ce diagnostic. Absolument. Dans le processus médical, il faut la connaissance de la maladie, hein, parce que les maladies, parfois, ne sont parfois pas très fréquentes. Donc, parfois, le public médical ou le public hospitalier n'est pas forcément informé de la pathologie, donc on peut passer à côté. Donc, s'il n'y a pas une équipe associée qui permet de soulever cette problématique de cette maladie-là, cette maladie peut être méconnue et passer inaperçue. D'accord. Donc, en fait, par rapport à tout ce que tu dis, où intervient le Téléthon? Le Téléthon intervient surtout dans le diagnostic de cette maladie. D'accord. Aider les centres qui ont déjà une équipe déjà formée de mieux affiner le diagnostic. Et dans certains pays aussi où le diagnostic n'est pas porté, essayer de promouvoir un petit peu dans certains pays le dépistage de cette maladie-là. Quand cette maladie est diagnostiquée, elle est portée en connaissance à l'intéressé, au patient. Et à ce moment-là, voir un petit peu comment on peut améliorer la vie du patient à travers une prise en charge qui sera en général une prise en charge pluridisciplinaire. D'accord. Donc une prise en charge médicale et sociale également, parce que ces patients
et ont forcément une conséquence sur le vécu de la maladie, des conséquences physiques et des conséquences environnementales. Donc il faudra peut-être les aider à assumer les difficultés liées à la pathologie dans tous les jours. Donc le soutien est là, le soutien est souvent financier pour permettre aux patients d'avoir un meilleur vécu de la maladie et aussi regarder comment on peut améliorer leur prise en charge de tous les jours sur le plan fonctionnel ou sur le plan médical. D'accord. Donc, est-ce que tu peux et thérapeutique également. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une pathologie où justement il y a eu des avancées entre le moment où cette maladie a été diagnostiquée, découverte, et puis aujourd'hui, ce qui existait avant et puis où on est arrivé aujourd'hui? Je prends un exemple, je parle un petit peu du domaine que je m'occupe particulièrement, c'est l'hémophilie. Entre un moment donné où l'hémophilie était sous-diagnostiquée, au moment diagnostiqué, il y a une prise en charge qui a été faite. Les patients ne décèdent plus, manifestations hémorragiques, ils sont pris en charge, ils vivent plus longtemps, même s'ils ont des conséquences au niveau de leur maladie. Il y a un meilleur environnement familial, un environnement médical qui leur permet d'avoir une longévité plus importante. Et en plus des avancées sur le plan médical, nous avons maintenant des médicaments qui sont issus des génies génétiques, c'est-à-dire des médicaments qui sont fabriqués à partir de gènes, fabriqués au laboratoire et qui sont non issus de donneurs de sang. Des médicaments issus du génie génétique. Donc ça permet, premièrement, à reproduire ces médicaments à volonté, comme on le veut, parce qu'on n'est pas dépendant d'un donneur. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une meilleure sécurité sur le plan viral du médicament. Et ces médicaments peuvent être proposés à des pays, si vous voulez, défavorisés, où à ce moment-là, ils peuvent être pris en charge correctement, parce que souvent ces pays-là n'ont pas de structure de fabrication de médicaments à partir des malades, et à partir des donneurs de sang. Donc ces médicaments peuvent être produits à partir de fabrication pharmaceutique sans passer par le don de sang. Ok. Et ça a un coût tout ça? Donc les pays dont tu as parlé, des pays où il n'y a pas de possibilité de fabriquer des médicaments à partir du sang, par exemple, comment ils font un petit peu pour se procurer? Est-ce que... Alors il y a des associations qui sont des associations locales, des associations internationales, des associations mondiales qui essaient de promouvoir un petit peu le traitement de ces maladies, en particulier l'hémophilie, de façon que ces patients puissent avoir l'accès au traitement le moins coûteux que possible. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui sont faits souvent avec des firmes pharmaceutiques de façon à ce que les produits soient délivrés au prix le plus bas que possible, si possible. Et il y a aussi des ententes aussi par les biais de l'Association mondiale qui permet aux pays de mieux développer la prise en charge thérapeutique et la prise en charge médicale de ces patients par finalement des jumelages entre, par exemple, deux villes ou deux pays qui peuvent aider ces pays à promouvoir un petit peu la prise en charge de ces patients. Une sorte de solidarité entre villes ou entre associations de pays différents de façon à essayer de permettre aux pays qui en ont le besoin de promouvoir un petit peu cette prise en charge. Cette prise en charge. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de guérir complètement d'une pathologie génétique? Alors, dans l'hémophilie, il y a des travaux qui sont en cours, qui ont été expérimentés chez l'animal. C'est la thérapie génique. La thérapie génique permet de transformer, par exemple, un hémophile atteint sévèrement en hémophile mineur. L'objectif, ce n'est pas de le guérir entièrement, mais déjà diminuer son handicap de plus de 50%, de façon que limiter la gravité de la maladie, ça lui permettra d'avoir une survie plus longue et une espérance de vie plus longue, et avoir moins d'effets indésirables liés à la maladie. Et la thérapie génique a déjà été expérimentée sur les animaux. Bon, ce n'est pas encore au stade de passage en clinique, mais il y a quand même des essais quand même qui sont faits chez certains patients volontaires. Et donc, c'est en cours d'expérimentation et c'est l'avenir. L'avenir, c'est arriver à transformer une maladie sévère, un patient atteint sévèrement, à une forme modérée ou mineure, de façon qu'il ait une meilleure qualité de vie. Mais c'est en cours d'expérimentation. On espère que dans les années à venir, les choses vont arriver, les choses vont changer. Alors, déjà, sur le type de traitement aussi,
Il y a de nouveaux traitements qui sont en cours qui vont sortir bientôt. C'est des traitements qui ont sur une durée de vie beaucoup plus longue. Au lieu d'avoir un produit qu'on va injecter qui va avoir une durée de vie d'une journée ou bien d'une demi-journée, des produits vont sortir bientôt, qui sont déjà en expérimentation, et qui pourront être traités, qui pourront être perfusés une fois par semaine. D'accord. Ça va quand même changer la vie de l'individu, puisque se faire piquer parfois, injecter un produit 2 ou 3 fois par semaine, c'est plus contraignant que s'injecter un produit une fois par semaine. Ben oui, donc, on a un agenda, on s'organise. Absolument. Donc déjà, il y a une avancée déjà qui sera sur le plan technologique qui permettra à ces patients d'avoir une meilleure qualité de vie. D'accord. Est-ce que on peut déceler ces pathologies dès la phase, comment dire ça, gestationnelle? Oui, absolument. Donc, pour ceux qui le désirent, dans les familles, il y a des familles, par exemple, des familles qui sont atteintes d'une maladie génétique. On sait que dans la famille, il y a une maladie génétique, que ce soit l'hémophilie, la maladie de Villebrandt ou n'importe quelle pathologie, la mucoviscidose, la drépanocytose. On peut savoir si l'enfant a une forte suspicion d'être atteint de la maladie et sur quelle forme. D'accord. Par exemple, je prends un exemple. Si vous avez deux patients qui sont AS, on peut regarder si l'enfant peut savoir, en faisant des biopsies trophoblastiques, si l'enfant peut être atteint et ASS, on peut savoir. Par exemple, pour l'hémophilie, on sait en général que la sévérité d'une maladie ne varie pas au sein d'une famille. Donc, si vous avez une famille de patients atteints sévèrement, si l'enfant l'est, l'enfant sera atteint sévèrement, on peut le diagnostiquer, on peut faire un diagnostic prénatal pour pouvoir savoir si l'enfant peut être porteur ou pas de l'anomalie génétique ou être indemne de cette anomalie génétique. D'accord. Et à ce moment-là, tout de suite, on met en place un accompagnement autour de ces familles. Alors, un accompagnement est proposé et puis surtout, nous sommes à l'écoute du désir des parents, savoir quels sont leurs désirs sur le futur de la grossesse, le futur de cette naissance, cet enfant à vivre. À ce moment-là, la loi prévoit, en fonction du choix des parents, d'accéder à leurs souhaits, à leurs désirs. D'accord. Alors, docteur, est-ce que tu as un message particulier à nous faire passer afin de nous impliquer davantage dans cette perspective de maladie génétique? C'est-à-dire que, est-ce que tu n'as pas ce sentiment que la population, les gens autour de nous n'ont pas suffisamment de connaissances, en fait, par rapport à ces choses-là, ne se sentent pas suffisamment concernés? Alors, je pense que la maladie génétique, on a tous plus ou moins des anomalies génétiques en nous, des bonnes comme des mauvaises. Quand vous avez un coureur qui fait du 100 mètres en 2 secondes, c'est une petite anomalie parce qu'il était programmé pour courir plus vite que l'autre. Donc, il y a des bonnes anomalies. Quand vous avez je sais pas moi, un faciès particulier, qui peut être Miss France, par exemple, Miss Monde, vous avez été programmé génétiquement pour être de cette façon. Et parfois, cette programmation peut pas se faire dans le bon sens. Et ça induit des pathologies aussi. Donc, le système génétique, ça fait partie de l'être humain, du vivant de l'être humain. Donc, ces anomalies génétiques peuvent être de naissance, mais aussi peuvent apparaître au décours de la vie. Ça s'appelle les anomalies génétiques acquis. D'accord. Et donc, les anomalies génétiques acquis peuvent induire des pathologies. Donc là aussi, certains cancers, c'est l'anomalie génétique acquis, qui intervient au décours de la vie. Une modification d'un gène qui entraîne une dérégulation d'une fonction particulière et qui induit une pathologie. Donc c'est très nouveau ça. Avant, on considérait que les maladies génétiques étaient uniquement les congénitales, c'était une tare génétique, une tare familiale. Non, c'est pas vrai, parce que les anomalies génétiques peuvent arriver au décours de la vie et engendrer des pathologies. Donc, notre système génétique conditionne un petit peu toute notre façon de vivre, notre façon d'être en santé, en bonne ou mauvaise santé. Donc c'est juste cette modification au niveau du public à dire que la maladie génétique congénitale n'est pas seulement à retenir, parce que nous, même si on est né avec un patrimoine génétique censé être en bonne santé, il peut se dysréguler
et nous engendrer des pathologies acquises, secondaires à cette modification du système génétique. D'accord. En particulier les cancers ou autre quoi. D'accord. Merci beaucoup, Dr Pierre-Louis, de nous avoir éclairé aujourd'hui sur les maladies génétiques et sur les avancées des recherches qui ont été faites. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Et je vous dis rendez-vous dans un prochain numéro pour pouvoir parler des maux qui nous entourent. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.